Voilà, alors, bon, Lucas vient de nous parler de ce mélange de groupes finis et de géométrie, puisqu'on s'est retrouvé avec des P-groupes, et là on s'est retrouvé dans la géométrie vectorielle, et c'est ça qui nous a aidés. Et j'ai trouvé ça très, très sympathique, et du coup je rebondis sur une histoire comme ça, c'est l'histoire des P-silos. Si vous connaissez les P-silos, eh bien vous allez voir une analogie entre les P-silos et la géométrie vectorielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent les théorèmes de Silo? Ils disent, on a un P-groupe, quand on a G un groupe fini, on a un P sous-groupe maximal, d'accord? Et puis, tous ces sous-groupes maximaux sont conjugués, d'accord? Ça vous fait penser à quelque chose? Attention, c'est pas fini. Tout P-groupe, qui est un sous-groupe de G, peut s'injecter dans un P-silo. Alors là, ça fait penser aux bases. Ça fait penser à toutes ces bases qui sont conjuguées grâce au théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Toutes ces bases, on peut les envoyer par un entomorphisme d'un espace vectoriel. Et en plus, toute partie libre s'injecte dans une base. Donc on voit bien qu'il y a une nature géométrique au théorème de Silo. Et que, en fait, on aimerait voir justement les théorèmes de Silo en situation géométrique. Quand on regarde la preuve de Daniel Perrin dans son cours d'algèbre sur comment il montre les théorèmes de Silo, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait de la géométrie. Alors, évidemment, d'abord parce que Daniel Perrin est un géomètre, mais aussi parce qu'il s'est dit, les P-silos, il a tout de suite vu la nature géométrique. Je pense que c'est lui qui a trouvé cette preuve magnifique qui consiste à prendre le groupe, à l'injecter par Cayley, donc s'il est d'ordre n, le groupe dans Sn, le groupe symétrique, puis des permutations, hein, puis ce groupe l'injecter via les matrices de permutation dans GLN de Fp, et là, avec GLN de Fp, exhiber un théorème de Silo, exhiber un P-silo, et ensuite redescendre sur le groupe. En fait, la difficulté principale du théorème est surtout le théorème de descente, finalement, d'arriver à montrer que quand on a un P-silo en haut, on a un P-silo en bas. Et ça, c'est pas toujours facile, les théorèmes de descente. C'est souvent, en mathématiques, par rapport à la vie, c'est plus facile de monter que de descendre. Hein. Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, on va montrer que les P-silos ont une nature géométrique. De la manière suivante. D'abord, je vais donner un théorème, mais avant tout, on va être dans l'espace vectoriel Fp puissance n, ça va être notre espace vectoriel, et ce que j'appelle un drapeau, F, comme ça, c'est un ensemble de sous-espaces. Alors, les Fi sont des sous-espaces de E, avec la dimension, donc la dimension des Fi est égale à I, et on va avoir que les Fi sont emboîtés. Donc ça, vous devez connaître peut-être ça, c'est des drapeaux complets. Il se trouve que GLN de Fp agit sur l'ensemble des drapeaux complets. Sous quelle forme? Eh bien, si on prend G et qu'on prend un drapeau, eh bien, ça nous fait juste G de F1. C'est exactement ce qu'on appelle une action naturelle. Hein, d'accord? S'il en est, effectivement, on vérifie que G va préserver la dimension et va préserver l'inclusion. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Bien. De plus, eh bien, on a une action transitive. On remarque hein, que c'est transitive. Pourquoi? Parce que quand on a un drapeau, si j'ai un drapeau de F, comme ça, là, je ne mets pas de point, c'est ici que je vais mettre un point pour exprimer qu'il y a plusieurs indices possibles. Quand j'ai un drapeau complet de F, j'ai une base adaptée au drapeau, c'est-à-dire une base telle que Fi, c'est exactement le sous-espace
engendré par E1 jusqu'à EI. Donc comment je crée cette base? Ici, j'utilise tout le temps, à chaque étape, le théorème de la base incomplète. Ici, j'ai un E1, ça va être une base, ici j'ai une droite, puis F1 est inclus dans F2, qui est un plan, donc je vais avoir une base, je complète ma partie libre, ici E1 du plan, en une base du plan, etc., etc. Et j'obtiens ici une base qu'on va appeler une base adaptée. D'accord? Bon, ça c'est classique. Et donc, pourquoi l'action est transitive? Parce que si j'ai deux drapeaux F et F', je vais avoir deux bases adaptées, E1, En et E', et donc, je sais par le théorème fondamental de l'algèbre linéaire qu'il va exister un G qui va envoyer la première base sur la seconde base, et du coup, on vérifie facilement que ça va envoyer le premier drapeau sur le second drapeau. Donc on a une action, hein, donc on va se baser là-dessus. Alors maintenant, voilà mon théorème. Du coup, je vais pouvoir écrire le théorème suivant. On a une bijection, il existe une bijection. Alors, ici, on va avoir les drapeaux, et ici, eh bien, les P-silos, l'ensemble des P-silos de GLN de FP, qui sont en situation, du coup, géométrique. Et c'est ça le lien, hein, vraiment, qui fait penser à la preuve de Perrin pour ceux qui la connaissent. Alors, comment je vais définir ce truc-là? Donc, j'ai, là je ne mets pas de point, ici j'ai un drapeau, et là, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, l'idée, c'est de prendre le stabilisateur pour l'action de tout à l'heure. On a GLN qui agit dessus, hein, GLN de FP qui agit dessus. Je prends le stabilisateur de ça. Mais là, ça ne va pas me donner un P-silo. Il va y avoir trop d'éléments. Donc, je vais regarder les éléments du stabilisateur et tel que le spectre est égal à 1. Donc, juste des éléments de spectre, uniquement 1. Donc, ces éléments du stabilisateur qui ont pour spectre 1, ça va me donner effectivement une bijection, ici, hein, entre la variété, ce qu'on appelle la variété de drapeau, et l'ensemble des P-silos. Ce qui fait que cet objet va être géométrique. Alors, on va donner la preuve, hein, Alors, la preuve. Allons-y. D'abord, l'essentiel, c'est de montrer que c'est bien défini. Alors, effectivement, je vais prendre F, là, ici, je vais lui associer une base adaptée, comme tout à l'heure, et maintenant, si G stabilise le drapeau, donc on est là-dedans, d'accord? Eh bien, ça veut dire que la matrice de G dans la base E, ça va être forcément triangulaire supérieur. Parce que E1 va être fixé à... la droite engendrée par E1 va être fixée, puis le plan engendré par E1, E2, c'est F2, va être fixé, puis l'espace de dimension 3 engendré par E1, E2, E3 va être fixé. Donc ici, ça va être triangulaire supérieur. Donc ça veut dire qu'on voit le spectre, maintenant, sur la diagonale. Si de plus le spectre est 1, alors ça veut dire qu'on n'a que des 1 ici. Ça veut dire qu'on a le groupe, on reconnaît ici que le stabilisateur, dans sa version matricielle, dans la base adaptée, c'est exactement le groupe des matrices triangulaires, le sous-groupe de GLN de FP, des matrices triangulaires supérieures avec des 1 sur la diagonale. C'est bien un sous-groupe,
Et son cardinal, c'est P puissance n, facteur de n-1 sur 2. Et oui, puisque on a un triangle ici, de taille n-1 finalement, et on sait que le nombre de coefficients qu'on va devoir choisir parmi les éléments de FP, bah, il y en a n-1 sur 2, c'est le nombre triangulaire. Voilà. Alors maintenant, voir que c'est un P-silo, eh bien, oui, je rappelle que le cardinal de GLN de FP, c'est... Alors, tant qu'on est dans les actions de groupe, GLN de FP est en bijection avec les bases de FP. Alors, la bijection n'est pas naturelle, mais une fois qu'on a fixé une base, bah après, alors on dit que GLN de FP agit de façon simplement transitive sur l'ensemble des bases. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire qu'il est en bijection, puisque simplement transitif, ça veut dire qu'il est en bijection avec une orbite. Voilà. Cette bijection dépendant du choix d'un élément, d'une base finale. Mais, donc, le nombre de bases, eh bien, le premier vecteur de la base de E, ben, il faut choisir parmi Pn éléments, mais il ne faut pas prendre 0. Puis, ensuite, il faut prendre parmi Pn éléments, mais il ne faut pas prendre un élément qui est engendré par... donc, il ne faut pas prendre dans le deuxième élément dans la droite, sur la droite engendrée par le premier élément, mais la droite, ben, elle est dimension 1, donc c'est P1, et ensuite Pn moins P2, etc., jusqu'à, on choisit le n-1e élément. Bon, ça c'est quelque chose dont j'ai pas mal parlé sur cette chaîne, vous pouvez le voir un peu partout. Si vous regardez dans le carnet de voyage en algébrie, vous le verrez, et dans l'histoire helléniste, on en parle souvent. Donc maintenant, eh bien, on voit bien que je vais pouvoir mettre P puissance n, n-1 sur 2 en facteur. Ah oui, parce que ici je peux mettre P, ici je peux mettre P2, ici je peux mettre Pn-1, et la somme 1 plus 2 plus 3, bah, c'est le nombre triangulaire, n-1 sur 2. Et quand j'aurai fait ça, bah, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir Pn-1, Pn-1, P-1, et tout ça, bah, évidemment, d'après le lemme d'Euclide, P, forcément, il ne divise pas ça, donc comme P est premier, il ne divise pas le produit, donc ça, P ne divise pas M. Ce qui veut dire qu'un P-silo a forcément P puissance N, N-1 sur 2 éléments. Bon, donc, ça veut dire maintenant, ça y est, on peut conclure que l'application, allez, on va l'appeler phi, l'application phi est bien définie, puisque on a vu que ici, on avait un sous-groupe de cardinal, exactement le cardinal qu'on veut, donc ce sont des P-silos. Alors maintenant, on peut remarquer que phi est G invariante. Ça veut dire quoi, G invariante? Ça veut dire que quand j'ai une action ici sur F que je viens de décrire, d'accord? Et j'ai une action sur les P-silos, par conjugaison. Le groupe agit par conjugaison sur ces P-silos. Et on sait d'ailleurs, théorème de Sylow, cette action est transitive. D'accord? Et bien ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi, je veux montrer que phi de G, ceci, est égal à G de phi de F. D'accord? Mais oui, mais c'est-à-dire G phi de F, G moins 1. Oui, mais regardez, le stabilisateur, on sait que quand on a une action de groupe, le stabilisateur de G.x, ça c'est un exercice très facile, c'est G, stabilisateur de X, G-1, conjugué. D'accord? Et en plus, la conjugaison ne change pas le spectre. Hein, le spectre est un invariant par conjugaison.
Donc, on va avoir effectivement cette formule-là. Et comme par les théorèmes de Sylow, ici l'action est transitive, eh bien, ça veut dire qu'on peut... L'image va venir en orbite. Ben oui, ça veut dire que dès qu'on va avoir un élément, on va avoir toute l'orbite. Et ça veut dire que c'est surjectif, puisqu'il n'y a qu'une orbite. Donc phi est surjectif. Bon, déjà, on l'a eu pas cher. Maintenant, phi est injective. Alors comment on va montrer que phi est injective? Ben, en fait, ça veut dire quoi injectif? Ça veut dire que à partir de son image, on va pouvoir récupérer le monsieur. D'accord? Et ça, bah oui, effectivement. Donc je vais prendre, je vais dire que f, k. D'accord? Donc on prend f, donc on part d'un élément, d'un drapeau complet, d'accord? Et je vais prendre fk, donc, qui est le kème élément de la suite de f, et je dis tout simplement que ça, c'est l'intersection pour g dans fk, ici, pour g dans phi de f, pardon, du noyau de g moins identité puissance. Si j'arrive à montrer ça, j'ai l'injectivité. Ça veut dire qu'à partir de phi, je retrouve fk pour tout k, donc je retrouve mon drapeau et j'ai l'injectivité. Bon, alors, donc c'est une égalité. À l'habitude, on va essayer de faire ça avec la double inégalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que G, comme le spectre de G est égal à 1, et que G est triangulaire, finalement, à une matrice triangulaire, quand on va enlever 1, ça, G moins IN, est nilpotent. D'accord? Alors, IN, bien sûr, ça va stabiliser le drapeau, G stabilise le drapeau, G moins IN stabilise le drapeau, mais en étant nilpotent. Donc si c'est nilpotent, on regarde, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un 0, quand j'ai que des zéros sur la diagonale, ben, on voit que le drapeau est stabilisé, mais il est envoyé sur le drapeau en dessous. C'est-à-dire que G moins identité sur FL, il est inclus dans FL-1, puisque cette fois-ci, il y a un 0 sur la diagonale. Donc la partie diagonale, le EL, ici, dans la base, il ne va plus exister là-dedans et il va rester que les autres. Donc, ici, on a ça. C'est la nilpotence, finalement, ce qui veut dire que G moins IN de puissance K, de FK, bah, est inclus dans 0. Donc égal 0, puisque chaque fois ça descend. Bon, et bien c'est bon. Donc ça veut dire qu'on a montré que FK était inclus dans ce noyau, quel que soit G, donc dans l'intersection des noyaux. Maintenant, pour montrer l'inclusion réciproque, ben, je vais prendre vous voyez qu'on a des matrices, on va prendre des matrices de Jordan indécomposables, qu'on connaît bien. Hein. Je vais prendre pour G, bon, je vais prendre G égale en matrice dans cette base qu'on a choisie. Je vais prendre le bloc de Jordan, ah bah oui, G ici, je vais mettre des 1, et je vais prendre le bloc de Jordan indécomposable comme ceci, ce qui va faire que quand je vais faire G moins identité, je vais avoir ici la matrice de G moins identité, ça va être 0, 0, avec des 1 comme ceci, 0, 0, et quand on va faire la matrice, quand on va regarder la matrice de G moins identité puissance K, eh ben, on voit que ça va nous donner des 1 ici, mais à partir du K plus unième, ce qui fait que le noyau Ker de
G moins identité puissance K est égal justement à Fk. Ce qui fait que c'est bon, on a l'égalité. Et donc, on a ceci qui prouve que c'est injectif. Et je vais même terminer par des petites remarques. Donc vous voyez, on a compris un petit peu cette idée que les P-silos ont une nature, une vraie nature géométrique qui est réalisée là-dedans. On comprend pourquoi Daniel Perrin est allé chercher cette nature géométrique et ensuite, la partie difficile de redescendre sur le groupe, mais là c'est cette nature géométrique. Je vais vous donner une autre idée de ça. C'est-à-dire que, regardez, vous prenez F ici, est en bijection avec, comme c'est une seule orbite, on a vu une action transitive de GLN, eh bien, quel est le... Donc ça, c'est ce qu'on appelle G. Ici, je vais l'appeler G, lui, j'appelle G, GLN de FP. Eh bien, quel est le stabilisateur d'un drapeau? On va prendre le drapeau standard pour la base canonique de FP puissance n. Eh bien, ça va être les matrices triangulaires supérieures inversibles. Ça va être le stabilisateur du drapeau standard. Et donc, on a ça. Mais maintenant, si on va prendre comme P-silo, ici, comme le P-silo standard, ici, de ces matrices-là, d'accord? Alors, on va regarder les choses du côté des P-silos. Donc sur les P-silos, je rappelle, GLN agit sur ces P-silos, un groupe agit toujours sur ces P-silos, transitivement, voilà. Et quel est le stabilisateur d'un P-silo? C'est ce qu'on appelle, puisque c'est l'action par conjugaison, c'est le normalisateur. Eh bien, le normalisateur de ce groupe-là, c'est justement les matrices triangulaires. Ce qui veut dire que l'ensemble de ces P-silos est aussi, puisqu'on a une action transitive, avec, donc, du même groupe et avec, comme stabilisateur, encore le même sous-groupe des matrices triangulaires inversibles, puisque c'est le normalisateur de ce groupe-là, eh bien, c'est le même. C'est-à-dire que ce qu'il y a derrière cette géométrie, l'objet pivot qui fait le lien entre la géométrie ici et les P-silos, c'est ce qu'on appelle vraiment, et que tous les gens qui travaillent sur les groupes réductifs connaissent bien, la variété de drapeaux qu'on appelle G sur B. Voilà. Et, pour terminer, cette chose-là, cette injection, vous voyez, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on prend un P-groupe, vous prenez un P-groupe, n'importe quel P-groupe, et il possède une représentation, c'est-à-dire qu'il s'envoie, ça veut dire, il va posséder une représentation sur un espace, sur le corps FP. Et bien maintenant, ça veut dire que vous avez un morphisme, je vais l'appeler psi, vous allez avoir un morphisme de groupe, c'est ça une représentation de G RGLN de FP. Bien. Et bien, cette représentation, elle est globalement trigonalisable. Pourquoi? Parce que G va s'envoyer, comme c'est un P-groupe, phi de G, ça va être un P-groupe aussi, ça va être un P-sous-groupe de ça. Par les théorèmes de Sylow, ça va s'envoyer vers un P-silo. Il va s'injecter dans un P-silo, donc il va s'injecter dans quelque chose qui est globalement trigonalisable. Donc on vient de voir un résultat, c'est pas tout le résultat, mais c'est un cas particulier d'un théorème que je vous conseille de regarder, qui s'appelle le théorème d'Engel, ou d'Engel-Colchin aussi, ça s'appelle comme ça. Vous pouvez regarder, et on vient de le retrouver. Et toute cette géométrie, cette théorie de représentation, etc., est résumée finalement dans les P-silos.